Ils l'ont fait. Ils sont passés des paroles aux actes. Les présidents du Mali, du Burkina Faso et du Niger sont définitivement sortis de la CEDEAO. Et comme on pouvait s'y attendre, cette décision historique a eu une onde de choc bien au-delà du continent africain. Ce qui est important à relever, c'est que c'était une suite logique. Pour être cohérent avec eux-mêmes, il était plus que temps que ces dirigeants posent cet acte-là. Aujourd'hui, on peut être surpris de voir des gens marquer leur étonnement quant à cette décision. Mais si on est un peu cohérent et logique, si on suit l'évolution de la CEDEAO depuis sa création et sa mutation ces dernières années, on ne peut que comprendre une telle décision. Cette CEDEAO a brillé ces dernières années par son hypocrisie, par sa volonté à soutenir un certain nombre de faits totalement inacceptables au sein de son organisation. Cette CEDEAO a montré qu'elle n'était pas un instrument au service des peuples, mais un syndicat de simples dirigeants. Et en plus de cela, fait aggravant, la CEDEAO a très bien démontré qu'elle n'était pas elle-même maître de toutes ses décisions. On a pu, à travers plusieurs occasions, témoigner l'influence de certaines puissances étrangères, notamment la France, dans la gestion de la CEDEAO. Donc il est question ici pour nous de revenir sur une kyrielle de raisons qui peuvent justifier cet acte héroïque des dirigeants de ces trois pays qui se regroupent aujourd'hui au sein de ce qu'on appelle l'AES. L'un des premiers faits assez surprenants pour montrer en réalité que la CEDEAO n'était pas au service des peuples mais au service de certains intérêts, c'est le fait que cette CEDEAO s'est montrée prompte à mobiliser une armée pour aller attaquer un de ses États membres, notamment le Niger, dans l'optique de faire plaisir à la France qui voulait à tout prix réinstaller Mohamed Bazoum, le président déchu au pouvoir. Le 26 juillet, nous avons mis fin au régime qui exécutait à la lettre les vœux du maître. Nous avons dit que nous avons suffisamment fait pour le maître. Il est temps que nous fassions pour le bien de nos peuples. La France, toujours à son habitude, avait utilisé des pays africains, précisément certains pays de la CEDEAO, pour initier une agression, une guerre, pour soi-disant rétablir Bazoum au pouvoir. La question qui est revenue sur toutes les lèvres, c'est où était cette CEDEAO pendant que ces pays faisaient face au terrorisme? Les républiques sœurs du Mali, du Niger sont en guerre contre le terrorisme. Et au Burkina, bientôt près d'une décennie, on est en guerre. Cette organisation qui était censée donc créer l'entraide, la solidarité, nous n'avons jamais reçu d'aide venant de cette organisation. Aucun soldat, aucune logistique, aucune compassion. Assez édifiant, n'est-ce pas, quand on vient d'écouter ce que vient de dire le capitaine Ibrahim Traoré. Au-delà de cela, il faut relever que la CEDEAO a perdu toute crédibilité à travers sa passivité face à des coups d'État qui ont eu lieu bien avant ceux du Mali, du Burkina et du Niger. On a assisté à des coups d'État constitutionnels en République de Guinée, en République de Côte d'Ivoire, sans qu'à aucun moment on ne voit la CEDEAO se mobiliser et prendre des sanctions. Dans ces conditions, quel crédit pouvait-on encore accorder à une telle institution? C'est donc pas un hasard si le capitaine Ibrahim Traoré relève le fait qu'au sein de cette institution qu'est la CEDEAO siègent jusqu'à présent des gens qui sont des véritables putschistes, mais qui aujourd'hui se camouflent derrière certains oripeaux pour se faire passer pour des démocrates. Monsieur le Président, que répondez-vous donc aux responsables de la CEDEAO qui disent ils s'en vont parce que nous on a dit qu'on ne veut pas de putschistes parmi nous? Il y a beaucoup de putschistes parmi eux. Donc ce n'est pas une question de putschistes, c'est juste un masque. Quand vous dites des putschistes civils? Il y a des putschistes militaires au sein de la CEDEAO qui aujourd'hui se réclament démocrates. Des civils, il y en a.
Il y a pire que des putschistes. Il y en a qui tuent, qui bâillonnent leur peuple. Sous le silence, la CEDEAO ferme les yeux, les oreilles. Il y a plein de putschistes au sein de la CEDEAO. Ce qui est frappant, c'est de se rendre compte à quel point cette CEDEAO est de plus en plus ridicule. À travers ces différents communiqués, après la décision du Mali, du Burkina Faso et du Niger, on comprend qu'au sein de la CEDEAO, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. L'argument juridique évoqué par la CEDEAO ferait sourire n'importe quel observateur de la scène politique africaine et notamment de la sous-région Afrique de l'Ouest. Qui peut parler aujourd'hui du respect de textes? Tout le monde, mais surtout pas la CEDEAO. Parce que c'est cette même CEDEAO, au mépris de ses propres textes, qui a décidé pendant plusieurs mois d'asphyxier ses États membres qu'étaient le Mali, le Burkina Faso et très récemment le Niger. En violant tous les textes de la CEDEAO, ils ont décidé, parce qu'ils voulaient absolument faire plaisir à certains dirigeants africains et à certains pays occidentaux, d'outrepasser toutes les valeurs qui ont fondé la CEDEAO, en infligeant des sanctions totalement inhumaines contre les populations de ces pays. Et comme il fallait s'y attendre, ces sanctions ont eu un effet boomerang. Au lieu d'atteindre l'objectif qu'ils s'étaient fixé, à savoir fragiliser les régimes militaires en place et amener par là une révolution populaire, ils ont plutôt renforcé les liens de solidarité entre ces peuples et renforcé justement une adhésion populaire de ces peuples vis-à-vis de leurs dirigeants. Il faut que la CEDEAO comprenne que le monde a changé. Les populations africaines ne sont plus celles qu'elles étaient avant. Il y a eu un véritable changement de paradigme. Ils ont aujourd'hui, grâce entre autres aux médias, à Internet et à un certain nombre de leaders africains, accès à un certain nombre d'informations qui leur permettent d'avoir des avis beaucoup plus réfléchis. Donc on ne peut plus aujourd'hui comprendre que la CEDEAO essaye d'évoquer l'argument juridique pour empêcher la sortie de ces États de la CEDEAO. Elle ne peut pas avoir violé elle-même ses propres textes et venir aujourd'hui parler du respect de ces textes-là. Comme on le dit très souvent, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. L'autre chose à relever, c'est que cette CEDEAO a toujours brillé par son incapacité à résoudre les véritables problèmes. Même si on regarde au niveau du plan judiciaire, cette CEDEAO ferme les yeux sur tous les abus. On se rappelle très bien qu'il y a eu des affaires dans cette CEDEAO où la Cour de justice de la CEDEAO a été saisie, mais elle n'a pas pu apporter la moindre réaction satisfaisante. Vous vous souvenez certainement du cas de l'opposant du Niger, Hama Amadou, qui a été condamné dans son pays dans des conditions plus que floues, à l'issue d'une parodie de justice. Eh bien, quand la Cour de la CEDEAO a eu à se prononcer sur la question, de manière totalement lâche et instrumentalisée, elle a déclaré que la décision au Niger avait déjà revêti l'autorité de la chose jugée. Quelque chose qui est totalement ridicule parce que la Cour de la CEDEAO est censée être une cour supranationale. En d'autres termes, on y va parce qu'on estime n'avoir pas eu de satisfaction au niveau de la justice interne. Dites-moi, dans ces conditions, quel crédit peut avoir une telle institution ? Je fais aussi référence ici aux différents opposants politiques qui sont aujourd'hui détenus dans plusieurs pays de la CEDEAO. Il s'agit notamment du Bénin et éventuellement de la Côte d'Ivoire, sans qu'on ne voit la CEDEAO se mobiliser ou du moins s'en offusquer. L'autre question qu'on peut légitimement se poser, c'est que ceux qui continuent à défendre la CEDEAO, que peuvent-ils dire au regard de ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal ? Voilà une autre situation où un chef d'État arrive au terme de son mandat et de manière rocambolesque décide de prolonger son mandat pour des raisons les unes aussi fallacieuses que les autres. Eh bien, comme on pouvait s'y attendre, la CEDEAO, qui est emprunt au respect des textes, n'a pas bronché. Elle a dû prendre un communiqué plus que laconique pour prendre acte de la décision de Macky Sall, le président du Sénégal, de repousser les élections présidentielles dans son pays. Voilà donc une situation qui met à mal, une fois de plus, cette institution et qui va contribuer davantage à la fragiliser et à conduire
inéluctablement vers sa perte. Et on se rend bien compte aujourd'hui que l'opposition au Sénégal ne s'en prend pas seulement au président sortant Macky Sall, mais bien sûr aux institutions sous-régionales. Accepter d'aller au dialogue national, c'était pour éviter au Sénégal le chaos, pour permettre au président Macky Sall de sortir par la grande porte et la porte honorable. Mais je vais vous dire une chose, si on laisse la majorité mécanique jouer son rôle, que personne ne dise qu'il n'a pas été averti. Les populations ne l'accepteront pas. C'est ça la triste réalité. Nous devons faire preuve de tenue, de retenue et de sagesse. Et c'est la raison pour laquelle je terminerai mon propos en dénonçant l'hypocrisie de la CEDEAO, mais surtout la fumisterie de l'Union africaine. Parce que ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal devrait être dénoncé. Le protocole de la CEDEAO est violé. Le protocole est très clair. Il dit que nul ne peut changer les règles du jeu 6 mois avant le jour du scrutin. Alors pourquoi le mutisme de la CEDEAO? Pourquoi le mutisme de l'Union africaine? Et pendant ce temps, on reproche à certains présidents africains, dont le président du Mali, du Niger, du Burkina, de se retirer de la CEDEAO. Voilà autant d'éléments qui confortent tous ceux qui, comme nous, pensent que cette CEDEAO est amenée à mourir, à moins qu'elle puisse se réinventer, ce dont nous doutons concrètement, parce que cette CEDEAO a été totalement dévoyée au fil du temps, parce que malheureusement, en se laissant instrumentaliser, elle a perdu l'essence de sa création. Et quand on parle d'instrumentalisation de la CEDEAO, c'est pas juste une vue de l'esprit. On l'a vu à plusieurs reprises. Comment est-ce que certaines puissances estiment être en mesure de donner des ordres ou la conduite à tenir à la CEDEAO? Les autorités maliennes ont décidé de suspendre la diffusion de RFI et de France 24 au Mali aujourd'hui. Est-ce que vous condamnez cette décision? Je condamne avec la plus grande fermeté cette décision qui me semble totalement contraire aux valeurs que porte le peuple malien et le Mali depuis son indépendance. Je pense que cette décision est grave, elle est prise par une transition qui, je le rappelle, est le fruit de 2 coups d'État. Et elle est le signe d'une course en avant, vers le pire. Comme vous le savez, je l'ai dénoncé dès le printemps 2021, de manière très claire, en appelant la CEDEAO à réagir avec beaucoup plus de fermeté. Nous avons ensuite renforcé notre pression, puis nous avons pris les décisions politiques et militaires qui convenaient ces dernières semaines et ces derniers mois. Je souhaite ardemment que les Maliennes et les Maliens puissent avoir des autorités démocratiquement élues qu'ils méritent, et j'en appelle à la CEDEAO, l'organisation régionale, et à l'Union africaine pour prendre les décisions qui conviennent et que la France appuiera, comme nous l'avons fait à chaque fois qu'ils ont pris leurs responsabilités, pour que, à la fois, les violences, et on le voit bien, la fermeture, le déni de l'information et du droit des journalistes à librement informer, puissent cesser. En tout cas, je condamne avec la plus grande fermeté cela. Je compte m'entretenir dès demain avec le président Nana Akufo-Addo, président en exercice de la CEDEAO, pour l'appeler à prendre toutes les décisions utiles en la matière. Après tout ceci, comment ne pas penser que l'AES représente un véritable espoir? À tous ceux qui prédisent son échec, je prends le pari de dire on ne perd rien à attendre. De toute façon, l'AES ne pourra pas être pire que la CEDEAO. Cette nouvelle organisation, composée pour l'instant de 3 pays, a plusieurs avantages. Le premier, c'est le charisme de ses dirigeants, parce que pour prendre des décisions comme celles qui ont été prises ces derniers temps, il faut avoir du charisme et avoir aussi du courage. Ça, c'est un élément fondamental qui amène à penser que l'AES a toutes ses chances de réussir. Deuxième élément, contrairement à la CEDEAO, on ressent une adhésion des populations vis-à-vis de l'AES. Quand vous faites un tour au Mali, au Burkina Faso ou au Niger, de plus en plus les gens vous parlent de l'AES moins que du Mali, du Burkina et du Niger. Nous avons pu nous-mêmes le constater lors notamment de cette récente fête du football africaine, la Coupe d'Afrique des Nations, lors du match Mali-Burkina Faso. Les Burkinabés et les Maliens avec qui nous avons échangé étaient dans un embarras indescriptible. Et la raison était toute simple. Pour eux, c'est l'AES qui était en jeu et non plus leur pays respectif. Cela nous a confortés dans l'idée selon laquelle si l'AES commence son intégration par le bas, à savoir par les peuples,
elle a toutes les chances de réussir. Troisième élément qui peut concourir au succès de l'AES, c'est que désormais, on parle ensemble. Vous l'avez certainement remarqué, aujourd'hui, le Mali, le Burkina Faso et le Niger font un certain nombre de choses ensemble, au-delà de l'aspect sécuritaire. Et on a pu voir les premiers résultats. Vous comprenez bien que ce qui s'est passé au Mali, avec notamment la récupération historique de Kidal, avec le recul des différents groupes terroristes, est aussi lié à cette nouvelle coopération au sein de l'AES. Ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso, avec le succès militaire engrangé par l'armée burkinabé, appuyé par les VDP, c'est-à-dire les volontaires, les civils volontaires engagés aux côtés de l'armée pour lutter contre le terrorisme, a aussi une résonance grâce à l'AES. Donc l'une des forces, c'est qu'aujourd'hui, on parle ensemble et on évoque tous les sujets ensemble. Vous remarquerez aussi que l'AES aujourd'hui négocie ensemble. On est plus fort si on est Mali, Niger, Burkina Faso pour parler de notre or, pour parler de nos ressources, que si chacun y va seul. Donc le fait de désormais tout négocier ensemble est une véritable force et même une sorte de garantie de réussite pour la suite. Dernier élément, il faut relever, et ça c'est à l'endroit des populations de ces différents pays, que le chemin va être long. Tout changement est difficile. Les choses ne vont pas se faire par un simple claquement de doigts. Il faut la volonté politique, il faut du courage, mais ça ne suffit pas. Il va falloir de la résilience, il va falloir de la persévérance. Parce que comme vous pouvez vous en douter, ce qui est en train de se faire aujourd'hui au Sahel ne fait pas plaisir à tout le monde. Les ennemis de l'Afrique qui se cachent en Afrique et ailleurs vont manœuvrer autant que faire se peut pour essayer de fragiliser cette nouvelle dynamique. D'autant plus qu'avec cette sortie de la CEDEAO, on est tous conscients que ce n'est qu'un début. C'est ma dernière question. Si on entre là-dedans, ça veut dire aussi que dans quelque temps, vous allez vous attaquer à la monnaie, qui est le CFA. Probablement. Laissez venir les choses. C'est presque inéluctable, non, Monsieur le Président? Vous savez, dans tout ce que nous faisons, ça vous a surpris, n'est-ce pas? Des choses vont peut-être vous surprendre encore. Il n'y a pas que la monnaie. Tout ce qui est lien, qui nous maintient dans l'esclavage, nous allons briser ces liens. En définitive, cette décision historique de ces trois États de sortie de la CEDEAO devrait être un coup de pied dans la fourmilière. Chaque État africain aujourd'hui doit prendre conscience de la situation dans laquelle se trouve le continent. Il n'est plus question de se regrouper juste parce qu'on partage les mêmes frontières, juste parce qu'on partage les mêmes religions. Aujourd'hui, il est question de se réunir parce qu'on partage une même vision, parce qu'on a défini des mêmes objectifs, quelle que soit la distance qui nous sépare. C'est pour cela que nous ne serons pas surpris de voir dans les jours, mois, années à venir, des pays très éloignés du Sahel devenir membres de l'AES. Il en est de la CEDEAO comme de l'Union africaine. S'il n'y a pas un changement radical, l'Union africaine elle-même est appelée à disparaître. Parce qu'il faut se rendre compte aujourd'hui que tout comme la CEDEAO, l'Union africaine n'est pas au service de l'Afrique et des Africains. Et il va falloir qu'à un moment donné, comme ces trois pays, certains pays puissent avoir le courage de sortir de l'Union africaine et de mettre sur pied une nouvelle plateforme qui pourra amener à changer la donne de l'intégration africaine. Et d'ailleurs, parlant de nouvelles plateformes, on se rappelle qu'il a été lancé très récemment au Togo, à Lomé, l'APA. On attend voir ce que cela va donner dans les jours, mois et années à venir, mais toujours est-il qu'on ne peut pas continuer à faire la même chose chaque fois et essayer d'obtenir un résultat différent. Il est temps que chacun, où qu'il soit, prenne ses responsabilités.